on est content que vous soyez là. Et on est d'autant plus content que ce soir, on accueille Philippe Guton. Alors, j'ai pensé au départ que ce n'était plus nécessaire de le présenter, mais je pense qu'en fait, c'est encore nécessaire, notamment pour les plus jeunes. Donc, Philippe Guton est psychiatre et psychanalyste, spécialiste de l'adolescence, bien sûr, professeur des universités, expert auprès des tribunaux et fondateur de la revue Adolescence. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a écrits, bien sûr le pubertaire, Adolescence, et peut-être d'autres comme L'adolescence et le djihadisme. On va voir, c'est la surprise du soir, de quoi Philippe Guton va nous parler maintenant. C'est une visite historique aussi. Vas-y, oui, c'est une visite historique. Voilà, disons-le. Il faut ajouter quelques petits éléments à la présentation parce que c'est comme si de rien n'était. Mais en fait, c'est une des premières fois que tu viens nous rendre visite. Peut-être pas la première, mais c'est une des premières fois que Philippe Guton, créateur, fondateur de l'URA, l'unité de recherche sur l'adolescence à Paris 7, au sein de laquelle a été créé le SIDA quand même. Et donc c'est dans le cadre d'une étroite collaboration entre Annie Biro et Philippe que sont nées toutes ces œuvres, toutes ces créations de la revue Adolescence et de toutes les publications du SIDA aussi par la suite. Donc c'est pas rien, c'est un événement en soi, je dirais. C'est une nouveauté pubertaire, quoi. C'est une véritable révolution, un coup de pied dans la fourmilière. De Paris 7. De Paris 7 et du reste. Voilà. Donc c'est un moment, quoi. C'est un moment intéressant, important. Et je venais sous mon parapluie abriter voilà, oui, qui me dit moi j'ai hâte de connaître Philippe Guton. Je dis vous verrez, c'est un grand garçon. Et bon, et je trouve que c'est important aussi de rencontrer physiquement, concrètement nos maîtres. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment un grand plaisir. À toi de jouer, Philippe. J'ai peur que tu nous surprennes encore. Donc la discussion va être sportive. Bon, mais on a l'habitude. Alors c'est un séminaire. Je t'ai demandé si tu voulais que je fasse un exposé théorique ou bien un exposé d'anecdotes. Peut-être pas comme ça, je te l'ai demandé, mais tu m'as répondu les deux. Bon, j'ai choisi l'anecdote. L'anecdote, à savoir l'examen d'un roman d'Éric Lucas qui s'appelle Tumillo. Et alors j'aimerais bien que ça soit vraiment un séminaire, c'est-à-dire que je vais raconter ce roman, qui est un petit roman, une 120 pages, très condensé. Je vais le raconter et à cette occasion, je vais poser un certain nombre de questions théoriques pour lesquelles on peut débattre à mesure, peut-être pas en sortant peut-être du schéma exposé, conférence et discussion après. Alors, je ne sais pas qui connaît Éric Lucas. Bon, vous pouvez lever le doigt. Bon. Oui, Éric Lucas n'est pas très très connu. Alors depuis environ 2-3 ans, je me suis, même un peu plus, 4-5 ans même, j'ai abandonné un peu les cas cliniques, comme on dit, pour étudier ces mêmes cas cliniques dans des romans ou dans la peinture. Donc j'ai fait un bouquin sur Balthus et les jeunes filles, la relation de Balthus et les jeunes filles, la relation picturale de Balthus et les jeunes filles. J'ai fait un bouquin sur Modiano, l'adolescence chez Modiano. Et en ce moment, donc j'ai fait ce petit truc sur l'expérience d'adolescence et djihad, mais ça c'est à part. Et en ce moment, je travaille Éric Lucas. Alors Éric Lucas, j'en dis un mot, mais mon principe dans l'examen d'un roman est de ne pas faire référence à la vie de l'auteur. Je dis mon principe, c'est un modèle de réflexion.
la plupart des auteurs qui travaillent, qui cherchent à théoriser quelque chose à partir d'un roman, se servent de la conjoncture avec l'histoire même, la biographie de l'auteur. C'est pas mon idée. Enfin, c'est souvent mon idée, mais je cherche à être ascétique de ce côté-là. C'est une idée tentante. Mais voilà, je vous présente quand même Éric Lucas, qui est un auteur qui a 65-70 ans en ce moment, et qui est un personnage assez extraordinaire, assez bizarre, extraordinaire, c'est sûr. Il est né dans l'après-guerre à Naples. Il a été élevé dans le napolitain, et ensuite, c'est très important pour lui. Ensuite, il a appris l'italien à l'école, mais il a été élevé dans, j'allais dire le patois, c'est pas un patois, c'est une langue, auquel il est resté très attaché à ce travail linguistique qu'il a fait quand il était petit. Il est né après la guerre. Pour lui, donc, il n'a pas assisté à la guerre. Il n'arrête pas dans ses romans de parler de la guerre. Un petit peu comme Modiano parle constamment de la guerre de 39-45, jusqu'à 39-45, lorsqu'il est né en 45. Donc lui, on parle beaucoup, dans la mesure où sa famille avait été, qui était riche avant la guerre, est devenue très pauvre après, à la suite des bombardements américains. Il voue d'ailleurs depuis une haine énorme à l'égard des États-Unis et de la flotte américaine qui restait beaucoup trop longtemps devant Naples, je cite. Alors, il s'est engagé, il a arrêté très vite sa scolarité, et il s'est engagé, il a décidé dans sa vie, il a maintenu sa décision jusqu'à l'âge de 60 ans, d'être un ouvrier non spécialisé du bâtiment. Et donc ces journées, je vais rester là pour sa biographie, ces journées ont été le matin de 5h jusqu'à 8h. Il apprenait, puis il faisait des traductions de yiddish, faisant un rapprochement entre le yiddish et le napolitain. Ensuite, il partait dans des travaux du bâtiment extrêmement durs, et le soir, quand il rentrait à partir de 6h, il écrivait des romans ou des essais. Il laissait libre cours à son imagination. C'était un homme de gauche féroce, hein, il a fait partie des Brigades Rouges en son temps, et encore récemment, il a eu un procès dans lequel il était menacé de prison pour avoir incité les ouvriers qui travaillent sur l'autoroute France-Milan à détruire leur travail et éventuellement à faire sauter, à miner cette autoroute débutante. Une incitation réelle, n'est-ce pas, et il a été menacé de prison pendant 4-5 ans, il en est sorti indemne. Il est difficile maintenant certainement, il a été difficile pour les juges de juger péjorativement un écrivain qui a été reconnu comme un des grands écrivains actuels de l'Italie. Alors, ce qui est assez intéressant, qu'en dehors de ce petit roman dont je vais vous parler, Éric Lucas à partir de 60 ans, centré ses romans sur l'adolescence. Un peu sur le modèle de Modiano. Modiano, il a fait ça toute sa vie, mais lui, au fond, ça serait intéressant de réfléchir qu'est-ce qui, dans le processus de mise en retraite, de mise à l'écart de la société, inciterait à retrouver cette période de la vie pendant laquelle on entrerait, conditionnel, dans la société. Je crois qu'il y a un certain parallèle que j'aime bien faire et qui m'intéresse pas mal dans la biographie de Lucas. Voilà pour cette biographie, à moins que vous m'interrompez si par des questions tout au long de cette soirée. Alors, ambiance de ce roman, c'est une ambiance relativement que nous avons, j'espère tous plus ou moins, un peu connue, tout au moins, sur une île au large de Naples, une petite île au large de Naples, tout un groupe de jeunes passe des vacances sur la plage pour
spécifié comme ça. Il dit personne ne mettait des souliers. On ne savait plus ce que c'était que des souliers à la fin des vacances. Il est pieds nus donc au bord de la plage. Et lui, donc le Napolitain, était très engagé dans la vie, et précisément dans l'activité de pêche de cette île. Il était toujours sur bateau ou sur plage. Et là, il va vivre un grand amour, un énorme amour, qui a début au début des vacances et qui a une fin définitive à la fin des vacances. Intéressant de penser qu'il conçoit l'adolescence comme ça, un début et une fin. Alors l'idée à partir de laquelle je pars, dans l'ensemble, je vais suivre le roman, puis de temps en temps, je vais prendre une phrase qui est un peu décalée dans les pages. L'idée première, c'est: tu es devenu un homme en un été. C'est un peu ça, c'est un peu l'argument que je propose de parler. Alors, dans cette île au large de Naples, il est devenu un homme, et son père va confirmer cette phrase qui a été dite par un personnage que nous allons retrouver, je détaillerai un peu sa position, par le pêcheur que cet adolescent accompagne de jour et très souvent de nuit. Ils font des pêches de nuit très importantes, et il est presque toujours sur sa barque, et il ne sait pas pêcher, mais ce pêcheur lui apprend. Il a 16 ans, et je vais toujours être gêné de vous parler de lui dans la mesure où il n'a pas de prénom. Hein. C'est je. Donc c'est le narrateur. C'est apparemment présenté comme un souvenir d'adolescence, et il n'a pas de prénom, il n'est appelé sous forme d'aucun prénom. Et remarquez, je suis assez rodé à cette affaire. Dans les romans de Patrick Modiano, les adolescents n'ont pas de prénom dans l'ensemble. S'ils en ont un, ils en acquièrent un à la fin du roman. Et quand ils en ont un, c'est rarement le même qu'à la fin du roman. Vous voyez, c'est comme s'il y avait comme ça une période pendant laquelle on pouvait acquérir un nom, on va dire une chose comme ça, ou acquérir un nom, enfin acquérir un prénom et un nom. Alors, il est devenu un homme à la fin de cet été. Son père le confirmera, lui-même le confirme en disant: sur cette île, j'avais appris la liberté face à la vie close de la ville, pauvre liberté d'un corps enfin à l'air libre. Alors son père, le père de ce jeune homme n'était pas présent, et quand il viendra à la fin des vacances, il sera frappé par ce brusque changement de son fils qu'il reconnaît à peine. Voilà la situation que nous allons travailler. Je vous propose, je dirais, trois actes successifs. Dans le premier acte, vous allez voir, on pourrait dire c'est un flash amoureux, c'est un coup de foudre. Enfin, disons que quelque chose se révèle de lui. On pourrait dire aussi quelque chose se révèle avec la jeune fille qu'il va rencontrer, tous les deux. Mais c'est surtout quelque chose se révèle de lui. Le deuxième acte serait une sorte de mise en récit de cette révélation initiale. La révélation initiale, comme vous le verrez, est beaucoup perceptive, sensorielle. Que deviendra-t-elle? Que deviendra ce premier contact amoureux, et très fort immédiatement, passionné? Non, je n'utiliserai pas le mot passionné. Que deviendra-t-il au deuxième acte? C'est une question du deuxième acte. Il va devenir, ils vont revivre, ces deux amoureux vont revivre quelque chose que je situerais comme l'Édipe infantile. Tout au moins l'organisation et les représentations de l'Édipe infantile, précisément l'Édipe infantile de la jeune fille en question. Il parle très peu de lui, mais bon, troisième acte, c'est le conflit édipien. Alors on va pouvoir là le concevoir comme tout à fait épanoui, le conflit édipien à l'adolescence,
je l'aime passionnément, je ne pense qu'à elle et je mets le feu autour de nous. Enfin, vous allez voir que cette mise en feu de l'entourage, eh bien, c'est un véritable incendie qui met. Donc, vous voyez, une sorte de, comme ça. Moi, il me semble que après avoir relu récemment ce que Roland Barthes écrit sur Racine, c'est vraiment un modèle de la tragédie racinienne, peut-être pas cordélienne, mais racinienne. Voilà le plan de ce que vous allez entendre. Premier acte alors. J'aime bien pour ce premier acte un mot qu'il utilise. Ce premier acte, donc très centré sur cette découverte de l'amour. Oui, cette révélation de l'amour, révélation telle qu'on le voit dans les thèses, je pense à la thèse de Serge Le Sourd, par exemple, qui est tout à fait centrée sur la révélation pubertaire, ce que j'écrivais il y a très longtemps, en 91. Là, il y a quelque chose qu'il appelle le ressenti de l'imminence. Lucas, il est philosophe de temps en temps et puis poète à d'autres moments. C'est-à-dire cette idée que le premier acte est centré sur un moment. Un moment, mais pas seulement le ressenti très fort de ce moment, qui serait le coup de foudre, mais une véritable jouissance de commencer. Ça commence, voilà. Ça commence. Comment ça va devenir, c'est pas le problème. Mais ça commence, il y a quelque chose qui commence là, inconnu jusqu'alors, et qui est en train de, sa phrase c'est, qui est en train de débuter. Combien de temps ça va débuter? Vous voyez, je pense que c'est très intéressant cette idée de commencement, et je pense que les adolescents que nous suivons, enfin, ça fait partie des questions que je peux poser comme ça en analysant son nom. Est-ce que nous pensons que ces adolescents que nous voyons sont dans le début? Oui, nous pensons qu'ils sont dans le début. Mais est-ce qu'ils sont... Est-ce que nous avons analysé ce sentiment de début qui persiste, hein, début de la subjectivation, début de l'art d'être soi? Ça commence. Je n'étais rien avant. Je vous rappelle, il y a un roman d'Amélie Nothomb qui s'appelle Nostalgie, la nostalgie heureuse. Alors bon, c'est pas sur l'adolescence vraiment, mais voilà, nostalgie heureuse. Mais ça introduit donc cette idée que dans ce début, il y a déjà un passé nostalgique. Donc on a déjà creusé un peu. Là, ce que je veux insister, c'est vraiment l'impression de commencer quelque chose de nouveau, qui serait une impression qui ne se reproduira pas, enfin, qui ne se reproduira pas dans la vie, d'une certaine façon. C'est unique. Et ça ne s'est jamais produit jusqu'alors, dit-il. Il n'est pas dit que l'enfant n'ait pas fait des découvertes considérables. Alors, je continue sur cet acte 1. Cet acte 1 commence par une balade en bateau, et il nous dit: l'initiation adolescente commence par un baptême du sang. Alors là, on peut s'arrêter sur cette idée qu'il faut saigner, souffrir, pour commencer. Et il sort il présente ça comme une nécessité. De quoi est-il? Il a été mordu par une murène, et on décrit à la fois le moment où il a sorti la murène de l'eau, mais la murène se défendait très violemment, et une très grosse murène, et pour finir, il a cru que la murène avait perdu ses forces, et il s'est fait mordre la main par la murène en question. Donc c'est à la fois une violence agie, et qu'il a faite à la murène, et une violence subie. La murène est décrite comme le plus gros des poissons qui n'ont jamais pêché. Hein. C'est vraiment le père des poissons, ou la mère des poissons, je ne sais pas, plutôt la mère, je pense. Bon, voilà. Bref, il arrive sur la plage, et dans un état douloureux extrême, complètement paumé, et à ce moment-là, il sent sur sa main pleine de trous, hein, les trous de la murène,
il sent la main d'une nouvelle jeune fille penchée sur lui avec un rire limpide. Vous voyez tout de suite l'apparition dans la pureté, n'est-ce pas, de cette main, de sa main blessée, saignante, dégueulasse au fond, et voilà, elle lui prend la main, et il apprend à ce moment-là que cette jeune fille s'appelle Kaya, C-A-I-A. Kaya était le corps d'une révélation que l'on pouvait, conditionnelle, attendre par l'amour. Voilà, une de ses premières phrases, lorsqu'il sent cette main. Alors, révélation, je laisse les débats, qu'est-ce qui s'est révélé, qu'est-ce qui se révèle, un amour extraordinaire. Mais je crois qu'il y aurait beaucoup à débattre sur le fait que l'adolescence commence par une souffrance immédiate. Bien sûr qu'on a décrit depuis Questembert, l'adolescence commence par une dépression, une nostalgie du passé, etc., une perte des objets parentaux, etc. Mais là, c'est non. Il faut souffrir d'abord. C'est quelque chose qui est bien connu dans les initiations des anthropologues. Eh bien, ces initiations sont toute une série de douleurs infligées par étapes. Là, il faut souffrir. Il dit cette phrase que je rajoute encore. Je comprenais mal pourquoi la virilité devait ignorer la douleur. Pour être un homme, il faut souffrir et il ne faut pas souffrir. C'est-à-dire, il faut ignorer sa douleur. Il était un enfant, il a 16 ans, il était un enfant, il est un homme. Alors voilà, il rencontre Kaya, et cette jeune fille va être comme ça, tout engagée dans sa blessure narcissique. Il va rencontrer cette femme qu'il vit un petit peu. Je ne dirais pas qu'il vit comme sa mère, parce que nous n'avons aucun souvenir, nous n'avons aucune association avec la mère, ni avec le père d'ailleurs. Un peu comme Patrick Modiano, qui n'avait jamais une association sur sa mère, pratiquement, et qui n'avait des associations qui concernaient uniquement son père, qui le hantait à tout moment. Alors, après cette scène inaugurale, il se passe ceci. Il repart à la pêche pendant les jours qui suivent, et à un moment, ce pêcheur qui s'appelle Nicolas, ce pêcheur à qui il n'avait rien confié, mais qui avait deviné l'amour naissant de ce garçon, et qu'il avait deviné l'amour naissant, c'est son expression, il lui dit il lui dit pas qu'il avait deviné, mais il lui raconte son adolescence. Pour moi, ce pêcheur va être tout à fait dans l'axe de ce que j'ai appelé longtemps un sujet parental de transfert, ou bien le personnage tiers, dit Questembert, l'interprète motivé, etc. Va être ce personnage tiers, et qui est caractérisé ici par le fait qu'il associe sur ce qu'il dit ou pas dit chez l'adolescent. Et là, le pêcheur associe sur la souffrance qu'il a endurée à 20 ans quand il était militaire. C'est un pêcheur qui a une quarantaine d'années, père de famille, etc. Et la douleur les difficultés et les douleurs qu'il a ressenties quand il était militaire, et précisément il a fait son service militaire dans l'armée italienne à un temps où l'armée italienne occupait la Yougoslavie avec les armées allemandes. Et ce pêcheur a été présent lorsque les soldats allemands ont commencé à s'attaquer aux Juifs et à les emmener en déportation dans le cadre, dans l'activité en Yougoslavie. Et la plupart des mères dont on emmenait les enfants demandaient à ces soldats italiens comment échapper à ce que, je cite, aux wagons de marchandises allemands. Alors nous ne pouvions rien faire, ajoute-t-il, mais... Alors voilà l'association du pêcheur, et il dit, la jeune fille qui t'a vu hier ne s'appelle pas Kaya, mais elle s'appelle Aya, H-A-I-A. Donc,
Et alors il y a tout un travail linguistique sur le passage du C au H, et il ajoute qu'il n'était pas du tout sûr que Kaya sache qu'elle ne s'appelait pas comme ça, Aya, mais lui, il en est sûr, car parmi les enfants qu'il a cherché à dérober aux Allemands, eh bien, il y avait plusieurs filles, plusieurs petites filles qui s'appelaient Aya. Donc là apparaît donc, révélation d'une certaine façon, révélation amoureuse et révélation, on pourrait dire, du secret de Aya, d'un secret d'autant plus fort qui n'était pas connu de Aya. Alors, mon association a été tout à fait alors du côté, justement, nos amis lacaniens, Serge Le Sourd, Racial, Olivier Ouvry, et qui, parlant de la découverte de l'autre sexe, et chez une personne que Olivier appelle l'autre de l'autre sexe, il me semble que sachant que l'autre de l'autre sexe ne sait pas qu'elle est porteuse d'un autre sexe pour le garçon qui en est amoureux. Bref, est-ce que Kaya connaissait ce secret? Toujours est-il que ce secret qu'elle avait, elle me l'a donné. Le secret de Kaya m'avait été offert en don. Pas par la jeune fille, mais par le biais du pêcheur. M'a été offert en don par le pêcheur. Donc c'est une révélation, mais c'est une révélation ignorée du donateur et qui passe par un tiers. Il me semble que tout ça renvoie à bien des éléments théoriques que nous avons. Donc, je continue l'histoire. Il découvre, Lucas découvre ce qui le passionne, qui est la langue, qui est une langue inventée, une langue secrète, une langue qui n'est jamais achevée, c'est-à-dire, pour lui, il rapproche, à cette occasion, il rapproche le napolitain du yiddish, et il ne fait que l'évoquer dans ce roman. Et voilà, dans les jours qui suivent, bien entendu, il part à la recherche de Kaya. Kaya est plus grande, Kaya est plus grande. L'autre sexe est amené par des filles plus grandes. C'est déjà, tous les romans de Modiano, c'est comme ça. Il y a toujours c'est toujours une jeune fille qui n'a pas plus de maturité pour autant, mais qui est plus âgée. L'exemple est l'adolescent, le jeune de 17-18 ans qui veut faire semblant d'en avoir 21, et une jeune fille de 22 qui cherche à faire 18 ans. Voilà, c'est toujours un peu comme ça que se présente l'amour chez Patrick Modiano. Là, c'est pas toujours comme ça chez lui, mais il raconte pas beaucoup d'histoires dans les romans qui sont parus. Il n'y a pas beaucoup d'histoires comme celle-là. Donc il cherche Kaya, il cherche précisément à retrouver Kaya en espérant la trouver seule. Je sentais une pression d'amour générale, nullement avide du corps de Kaya, mais de sa présence. Ça, c'est tout au long du roman, il y a une exclusion de la vie génitale. Une exclusion. Alors, Kaya va se présenter, j'en dis un mot par anticipation, Kaya se présente comme une jeune fille très belle, qui a beaucoup de succès chez les garçons de son âge, qui embrasse beaucoup de garçons, qui est embrassée par beaucoup de garçons, peut-être même par le cousin de notre héros, et qui a donc une vie sexuelle relativement, supposée par lui, importante, qui le dépasse et qui ne l'intéresse pas. On a vraiment l'impression d'un clivage, on peut parler de clivage chez cette jeune fille. Alors ce petit jeune homme de 16 ans s'introduit dans des groupes plus âgés dont il n'est pas exclu, mais dont il se sent différent. Donc il va retrouver Kaya, et Kaya lui apprend à danser dans une soirée de danse sur la plage, et il la nomme, il lui dit comme ça, tendrement, tu t'appelles Aya. Et ce qui déclenche une colère énorme, elle quitte l'endroit, etc. Et il craint la rupture, mais lui, alors, savait que Kaya savait s'il était en colère. Donc ça, c'est un point qui lui permet d'avancer
Dernière scène de ce premier acte, dans un bain nocturne, il va plonger un peu comme ça glorieusement devant les autres et nager au large, et il tombe dans un essaim de méduses, et il continue à nager comme si rien n'était. Il sort avec une espèce d'énorme brûlure sur le dos. Deuxième temps de la souffrance, il faut souffrir pour être viril. Et il rentre sur la plage, il voit Aya, ou Kaya plutôt, parce qu'il l'appelle comme ça, qui est en train de flirter magnifiquement avec un autre jeune homme. Il s'approche d'elle et il lui dit, il s'essuie comme ça en sortant de l'eau, il lui donne sa serviette en lui disant « Ne prends pas froid, Aya ». Il l'appelle même Ayel, comme elle était supposée appeler quand elle était toute petite fille. Donc il se pose d'emblée comme ça en protecteur. Aya est très contente et elle continue son flirt en utilisant la serviette. Voilà la naissance de l'amour. On peut en débattre si vous avez envie. Sinon on continue. On continue. Je continue. Apparemment. Alors deuxième acte, c'est l'entrée dans l'édipe de Kaya ou de Aya, de façon assez extraordinaire. Donc ce qui était, vous voyez le raisonnement que je suis, ce qui était simple entre eux, d'une certaine façon, soit une relation entre faible avec Kaya, mais intime avec Aya, de l'ordre de quelques perceptions qui lui permettraient d'être viril, eh bien, va se compliquer. Je reprendrai volontiers le terme de la planche en disant on va se fourvoyer dans une organisation édipienne, dans l'organisation édipienne infantile de Kaya. Pas la sienne, hein, de Kaya. Et c'est parti de cette idée, j'étais en train de changer pour elle. Alors, le deuxième acte est entièrement un acte, donc c'est arrivé dans l'infantile de Aya, et toutes les satisfactions qu'il peut en tirer lui-même, de jouer un rôle de la sorte, je vais y revenir, à l'égard de Kaya, se fait, on dirait un psychodrame, se fait comme une sorte de jeu de rôle. Ils jouent le rôle des parents, ils jouent tous les deux le rôle des parents de Kaya, qui ont été tués par les Allemands. Donc elle a connu, mais qui ont été tués par les Allemands. Et par les nazis, il dit pas les Allemands, il dit les nazis. Mais ce jeu de rôle est sous une menace. Ça m'intéresse beaucoup, parce que, comme si les amours adolescents de la sorte sont encore sous la menace parentale, sous une espèce de menace phallique, issue de l'enfance et éventuellement toujours présente. Voilà. L'amour adolescent, dans la mesure où il revit ce modèle édipien, eh bien il retrouve cette menace surnoïque que l'enfance a construit, sous laquelle l'enfance s'est déroulée et avec laquelle l'infantile s'est construit. Et alors il a pris un symbole qui est tout à fait exemplaire de la pensée de Lucas. Il est sur une petite île avec des petits ports, des petites barques, des petits bateaux assez dans lesquels on peut monter à 3-4, mais pas plus, des bateaux de pêcheurs qui sont sur la plage ou bien sur le bord ou alors tirés au bord sur le sable. Et entre l'île voisine, dans le défilé entre deux petites îles comme ça, malgré l'interdiction officielle, un énorme bateau de touristes à plusieurs étages, vous voyez, passe. Et tous les touristes sont très excités, ils les voient. C'est le monde des riches, le monde du pouvoir, le monde que déteste Lucas. Et ce bateau va renverser toutes les barques. Toutes les barques sont retournées par l'énorme vague que provoque cet énorme bateau dans un petit défilé. Alors on pourrait repenser à une scène primitive, mais là on voit bien que Lucas a voulu absolument
faire allusion à toutes ces guerres sociales qu'il a animées, toutes les arrestations dont il a été l'objet, dont les retournements de vie, chasser des entreprises indéfiniment pour avoir participé à des revendications. Alors venons-en à cet Édipe infantile de Caïa revécu, qui c'est très bien présenté. J'appelais mon père Théte, T-A-T-E. Dans la langue de chez nous, le yiddish, dit Aya, elle n'est pas napolitaine, elle est juive, ça veut dire papa. Je t'appellerai Théte. Parce que tu as les mêmes gestes, le même tic, le même baiser à la naissance du front sous les cheveux, et je pense que mon père était là sur toi et en toi. Alors lui, il est très content, je suis Théte, oui, je suis très content de jouer ce rôle-là. Il dit qu'il se vit comme un émigrant qui peut enfin embrasser son enfant. Et il y a un revers de la situation, à savoir un revers dans lequel il n'exprime pas son Édipe infantile, mais il se propose quand même de le revivre un petit peu. Je suis son père, elle est ma mère. Je trouvais très intéressant ce jeu de rôle à partir duquel on peut penser le premier amour ou les premiers amours d'enfants. Alors, bon, j'ai pas développé beaucoup cette partie pour qu'on puisse bien en discuter. Là encore, cet amour reste un amour sans activité génitale, dans lequel tous deux ne sont pas tout à fait eux-mêmes, dans la mesure où ils introduisent des figures parentales, la figure parentale croisée, si je peux dire, c'est-à-dire dans lesquelles ils introduisent une figure inégalitaire. Pour moi, c'est très important, ce moment où l'inégalité entre garçons et filles, qui fait partie des théories sexuelles phalliques infantiles, s'introduit comme ça dans la problématique adolescente. Donc ils se tiennent à l'écart des pouvoirs, du bateau qui traverse, etc. Tous les deux, ils retournent les barques, etc. Il faudrait remettre les barques dans le bon sens, ils vont pêcher ensemble, etc. Mais en même temps, ils introduisent petit à petit cette inégalité qui est sous l'angle intergénérationnel, à savoir que l'un est père et l'autre est mère, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus, ils sont ainsi eux-mêmes et plus tout à fait eux-mêmes. Alors ça n'est pas, je ne parlerai pas ici de l'Édipe infantile de Caïa ou l'Édipe infantile de notre héros, je dirais qu'ils vivent une situation édipienne. Ils sont en situation édipienne, ils se positionnent comme ça, comme je disais un peu comme dans le psychodrame, ils se positionnent en situation édipienne infantile. Alors, ils échangent de nombreuses tendresses, mais à aucun moment il va nous dire qu'il y a une activité sexuelle génitale désirée. Est-ce que je suis dans le rêve de Caïa, ou est-ce que c'est moi qui rêve, ou est-ce que je suis dans le rêve de Caïa? Vous voyez? Alors, il me semble cette phrase me paraît être vraiment une formidable définition d'identification collective. Voilà. Je pense en rester pour cette deuxième partie, si ce n'est qu'il nous fait sentir que c'est merveilleux, mais en même temps, c'est une situation à risque. On pourrait dire, c'est l'acte 2 chez Racine, qui est une sorte d'affrontement.
Acte 3 d'affrontement implicite retrouvant la conflictualité édipienne dans la situation amoureuse. Et nous arrivons au troisième acte qui serait celui de l'affrontement. C'est-à-dire celui dans lequel notre narrateur, notre héros, vit un état amoureux édipien adolescent. Hein. Il ne revit pas un Édipe infantile, il vit ce qu'on pourrait approcher comme un Édipe adolescent. Vous allez voir qu'il y a bien plein d'images de cet ordre. On a l'impression que cet Édipe, cette première rencontre, s'est fourvoyé, je reprends le terme de la planche, s'est fourvoyé dans une situation édipienne, et que maintenant il continue à se fourvoyer dans un Édipe adolescent qui se révélera tout à fait explosif. Alors cet Édipe adolescent, qui est l'évolution, qui est notre troisième acte, se manifeste par deux mouvements. D'une part, un développement d'une certaine sexualité entre eux, qui va rester très modeste, on pourrait appeler une sexualisation de leurs liens. De moins en moins de tendresse et de plus en plus d'expressions ambiguës, on pourrait dire. Ils n'ont jamais eu de relation sexuelle, mais d'expressions ambiguës, je vais vous le montrer. D'une part cela, et d'autre part la naissance autour de ce garçon d'ennemis. Voilà. Il va y avoir donc à la fois un rapprochement entre Caïa et lui, et la naissance autour d'eux, dans l'environnement, de figures paternelles hyper violentes, de figures paternelles insupportables. Donc c'est vraiment ces deux aspects qui sont présents. Alors il se développe entre eux, une certaine sexualisation de leurs liens. Je pense qu'il ne va pas très loin dans cette sexuation, encore qu'il dise « nous ne sommes ni gamins ni gamines, nous marchons en accordant nos pas ». Recherche de l'accord initial qui est retrouvé maintenant. L'image qui est prise, l'image c'est au négatif. C'est-à-dire, au lieu de parler de cette sexuation avec Caïa, il prend l'exemple d'une fille qui le poursuit et qui lui demande, je veux essayer une autre fille qui s'appelait Eliana, qui de son âge cette fois-ci, qui dit, je veux essayer de sortir avec toi. Je veux croire que c'est possible. Et qui se précipite sur lui pour l'embrasser sur la bouche. Lui, il ne veut pas, il est tenté, il hésite, bref, il lui offre sa joue seulement, et la fille est extrêmement déçue. Il prend une image qui est, je trouve intéressante, quand la fille veut l'embrasser directement, comme ça. C'est un peu comme lorsqu'on envoie une lettre et qu'un facteur, donc il y a toujours un tiers, remet le courrier adressé à l'un à l'autre à distance, remet le courrier aux personnes réunies en même temps. Un facteur nous remettrait immédiatement notre courrier. C'est une figure, je trouve, assez extraordinaire de la génitalité telle qu'elle est présentée. Enfin, quand même, la vie sentimentale du couple avec Caïa est assez importante, et il y a, je ne vais pas le développer beaucoup, mais elle se manifeste dans une fête du village, la fête du mois de septembre, la fin des vacances. Il y a beaucoup moins de touristes, il y a beaucoup moins de jeunes. Et là, j'avais une folle envie de la prendre dans mes bras tout le temps, de la serrer, de la mettre sur mon dos, de l'emmener sur un manège. Ils se sentent accolés l'un à l'autre, et comme dit-il, une lourde grappe de raisin qu'on allait détacher. Hein. Pas une lourde grappe de raisin toute seule, hein, mais une lourde de raisin qui a fini sa piste.
sa course et pour être détaché, et faisant renvoyant au fait que Kaya allait bientôt repartir en Yougoslavie. Donc, je vous passe les détails de cette fête du village. Il prononce toujours le mot nu, mais il ne sait pas ce que ça veut dire, nu. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire en yougoslave ou en yiddish? Il ne sait pas. Mais ce sont, pour moi, quand elle dit ça, ce sont les coups de ton sang, dit-il, qui battent dans mes mains. Enfin, voilà, il y a une sexuation évidente, une mise en place du corps qui est très forte. Je me sens lancé dans le monde comme une balle perdue. Oui, position dépressive. Deuxième aspect qui se manifeste, ils sont dans un deuxième aspect, c'est-à-dire édipien violent. Hein. À un moment, il dit, nous sommes dans l'amour et la fureur. Alors la fureur, ils sont dans un bar le soir et des Allemands arrivent, hommes et femmes, et qui s'assoient à côté d'eux comme touristes, et ils commencent à chanter un peu éméchés, ils commencent à chanter des hymnes nazis. Ces hymnes nazis blessent considérablement Kaya. Elle les connaissait, sans savoir très bien comment elle pouvait les connaître d'ailleurs, parce qu'elle était née quand même pas pendant la guerre véritablement, où elle était toute petite. Je hais ces hommes qui ont massacré des populations et viennent passer leurs vacances à s'amuser. Voilà. Donc Kaya se lève et commence à frapper ces touristes. Lui se précipite et le voilà encore blessé, mais oui, c'est pas la même blessure que la blessure initiale. Hein. Il saigne énormément, etc. Mais c'est pas la blessure de la murène, c'est une autre blessure. Enfin, il faudrait analyser l'agressivité dans ce texte comme ça, selon des modèles différents. Et il rentre chez lui, etc. Et c'est tout juste, il ne faudrait pas le recoudre. Et il prend la dernière décision du livre, à savoir qu'il va mettre le feu à l'auberge où ces nazis habitaient, et le feu à leur grosse voiture. Et la fureur, et ça c'est une phrase quand même importante je crois, la fureur de mes gestes me laissait calme. Et c'est à ça qu'il voit que maintenant il est un homme, qu'il peut être violent, ce n'est plus une délinquance de mineur d'une certaine façon, c'est une délinquance d'homme. Et puis une petite nuance, alors en effet il va mettre pour finir, alors il y a tout un passage auquel Kaya s'en va, les amours, les derniers baisers sur le port, elle s'en va dans un gros bateau, un peu comparable, etc., à celui dont je vous ai parlé, et puis dès que Kaya est parti, eh bien il va mettre le feu à la grosse auberge. Ce sont la dernière page du livre, mais entre-temps, il y a une petite scène un peu humoristique, assez inattendue d'ailleurs dans l'œuvre de Lucas. Il rencontre dans la fête, il rencontre deux jeunes Allemandes touristes, et il raconte l'horreur de cette bagarre avec ces touristes nazis, et les filles, ça leur est complètement égal. Elles sont complètement indifférentes à ce récit, elles rigolent, ça ne veut rien dire. Ces chansons nazies, c'est pas leur génération, d'une certaine façon. Là, il s'aperçoit que Kaya parle allemand, elle parle toutes les langues. Là, il la dote vraiment d'une activité linguistique considérable, visant en quelque sorte à masquer sa vraie langue, celle de l'intime extime, qui serait le yiddish. Quoi qu'il en soit, ces jeunes Allemandes, elles sont séduisantes et tout, et tout le monde va au cinéma, on voit un film un petit peu assez amoureux, il est à côté de Kaya, etc. Et pour finir, son cousin fait l'amour avec une de ces Allemandes, et il dit cette phrase: c'est drôle qu'on se bagarre avec des Allemands et que le soir suivant on fasse l'amour avec une jeune fille allemande, amusante et gaie. Une espèce d'ironie dans laquelle il rapproche au fond la relation amoureuse et la relation, enfin la situation, on va dire la situation édipienne vécue. Voilà un peu mon récit. Elle part, et une de ses dernières phrases: que m'importe d'avoir raté tes baisers longs comme un plongeon.
Ouais, je reprends la citation autrement. Maintenant, je veux que tu partes, que tu oublies, que tu sois en sûreté quelque part dans le monde. Pour moi, pour nous, je n'ai pas de projet. N'est-ce pas une promesse? Voilà la dernière phrase. C'est pas inintéressant de nous inciter à ne pas confondre le projet subjectal, enfin la promesse subjectale et le projet du quotidien tel qu'on le propose aux adolescents. Voilà ces trois actes. Si vous voulez bien, on pourrait dessiner un peu de théorie autour de ça. À vous de jouer. Comme ça va tout de suite. C'est vache. C'est vache. Alors à chaud, à chaud, oui. Réaction. Moi, je suis très surpris, évidemment, du récit que tu donnes là de ce roman que je n'ai pas lu, que je vais lire pour voir si je lis les mêmes choses que toi déjà. Mais ce qui me frappe dans le récit que tu donnes, c'est qu'au fond, tout tourne autour de la rencontre de deux adolescents, une adolescente et un adolescent, qui découvrent l'amour, mais tout reste extrêmement en suspens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rencontre génitale, tu l'as souligné à plusieurs reprises. C'est-à-dire c'est comme si, alors ce qui est peut-être suggéré par le récit, et par toi peut-être aussi, par ta lecture, c'est comme si, au fond, il ne fallait pas se laisser aveugler par la réalité de la rencontre sexuelle entre les adolescents, que peut-être ce qui est organisateur de cette mutation pubertaire, c'est d'abord des éprouvés, peut-être des fantasmes, et que c'est sûrement beaucoup plus puissant que ce que nous, adultes, nous pouvons reprojeter sur cette expérience adolescente, qu'on pourrait tenter de résumer à la question de l'orgasme ou de la rencontre génitale dans la relation sexuelle génitale. Donc ça, c'est vraiment pour moi, c'est presque un choc, là, ce que tu nous as évoqué, enfin, si jamais c'est ce que tu voulais nous transmettre. En tout cas, moi, c'est ça qui m'a frappé. La deuxième chose qui m'a frappé, c'est ce que tu nommes avec l'auteur et avec la planche, le fourvoiement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ces adolescents sont dans un jeu de rôle où ils épousent la position parentale, au fond, c'est une espèce d'impasse, quoi. Ça ne permet pas, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, qui est une sorte de travail d'identification à une position d'adulte, on dirait qu'au contraire, ça ne permet pas qu'ils se rencontrent, enfin que ça fasse progresser leur lien. Bon. Et puis, moi, je trouve, comme ça, globalement, je dirais rapidement, ils sont quand même sacrément névrosés, quoi. Non ? C'est-à-dire qu'ils tournent autour de quelque chose qui n'arrive pas du tout à conclure, à mener au bout. Il y a du dépit, il y a de la déception, il y a de l'envie, il y a de la jalousie. Mais au fond, ça reste suspendu, extrêmement suspendu, quoi, tout ça. Hein ? Et c'est pas très concluant, quoi, finalement, comme expérience de rencontre. Et ça laisse, en tout cas, on ne sait pas pour Kaya, parce qu'elle a l'air d'avoir plus d'un tour dans son sac, on dirait.
il semble. Mais l'ado, là, je sais pas, qu'est-ce qu'il dit? Je n'ai pas de projet pour nous, mais est-ce que c'est pas une... Qu'est-ce qu'il dit? C'est une promesse? Je sais pas, enfin, J'ai pas de projet, j'ai une promesse. voilà. Non, c'est même plus en opposition que ça. Oui, vas-y. Oui. Enfin, bon, moi je trouve qu'on est plutôt dans une... alors, c'est un moment, hein, bien sûr, je pense qu'il faut resituer ça aussi dans un moment, mais c'est plutôt un moment de névrose, quoi. C'est un moment où ça patine. Ils font pas beaucoup de patins, mais ça patine. Hein, Pas de projet, mais n'est-ce pas une... Pas de projet, n'est-ce pas une promesse? Voilà. Ouais, bon, si on veut. Mais... Pas génial. Je trouve qu'il y a une espèce de suspension comme ça qui est... Alors qui pourrait être, mais qui n'est pas. En tout cas, moi, ça résonne pas comme ça pour moi, comme la suspension d'un désir. Voilà, parce que ça peut être un désir suspendu qui laisse en haleine, qui laisse entrevoir comme ça qui laisse entrevoir des possibilités. Mais là, moi, je suis un peu englué dans une espèce de relation qui n'aboutit pas, quoi, qui est presque un évitement, presque. Enfin, pas de rencontre, vraiment. Ou alors tu nous as caché des passages. Non. Non, tu nous as tout dit. Bon. Mais j'ai en effet pas insisté sur le fait qu'ils sont en effet dans une situation extrêmement névrotique, extrêmement particulière. Enfin oui, sûrement. Oui, je ne sais pas ce que vous en pensez. J'irais peut-être un mot sur le fourvoiement, peut-être un peu plus précisément. Enfin, le fourvoiement, c'est dans la pensée de Laplanche, c'est vraiment cette succession, le temps, le moment du sexual, hein, du sexuel freudien, ce qu'il appelle le sexual, pour ne pas le traduire, enfin c'est parce qu'il pense que c'est pas traduisible, que il n'y a pas de définition du sexuel freudien. Mais il dit que on en approche donc par la séduction généralisée, par la relation mère-bébé, à la fois de la séduction de la mère, mais ce qu'il n'oublie pas, qui est à la fois la séduction de la mère par le bébé. Et là, la révélation, la révélation du sexuel freudien se fait. Et aussitôt qu'elle se fait, elle se fourvoie. Elle se fourvoie car petit à petit, cet échange, on va dire, ce vivre avec, cet échange, cette réciprocité, lui, il retient beaucoup le terme de complémentarité. C'est une chose qu'on a beaucoup débattu ensemble, parce que moi je parlais de complémentarité des sexes dans le pubertaire, et lui il revient sur cette complémentarité. J'en profite, parce que moi j'étais très intéressé par la question de la temporalité. Alors tu commences à en parler en envisageant un certain ascétisme biographique. Mais en même temps, tu nous dis quand même que cet auteur, il est concerné par les Brigades Rouges, et c'est à partir de 60 ans qu'il peut écrire des romans sur l'adolescence. Sauf celui-là. Sauf celui-là. Et puis, il y a toute une série d'expressions qui viennent montrer un temps, il me semble, très bousculé, dont évidemment l'expression devenir un homme en un été, comme si c'était possible. Comme si ce roman, entre autres choses, parlait d'une temporalité collapsée. Et l'image qui m'est venue avec toutes les métaphores maritimes, c'est le choc de deux vagues dans le ressac. C'est-à-dire quand le ressac crée en quelque sorte un choc entre deux vagues qui vont dans un sens opposé, l'opposition entre l'infantile et le pubertaire. Et puis il y a aussi tout ce qui concerne au niveau de la temporalité, les révélations, la révélation, le ressenti de l'imminence, c'est-à-dire quelque chose qui serait du côté d'une temporalité immédiate. Et je me demande justement si cette phrase devenir un homme en un été ne relèverait pas de ce que Novelletto, par exemple, dans un tout autre contexte, a appelé les fantasmes de maturation magique. C'est-à-dire ce fantasme probablement tout-puissant, probablement aussi teinté d'héroïsme, où soudainement, en un coup de baguette magique en quelque sorte, il serait possible de devenir un homme.
Et alors, je continue un petit peu, alors de manière beaucoup plus associative, je pense aussi au retour éternel de Modiano, que tu as évoqué, et peut-être de manière plus associative, je suis aussi assez intéressé par le pêcheur. Parce que le pêcheur, ça peut s'entendre quand même de plusieurs façons. Quand, comme moi, on a été élevé dans un contexte quand même relativement catholique, osons le mot, bien, le pêcheur, ça a une signification quand même assez chargée. Et ça m'a fait penser à cette proposition de Freud, selon laquelle chaque adolescent avait un jour ou l'autre, il en parle comme un fantasme typique. Dans sa recherche des fantasmes typiques, et il y a donc des fantasmes typiques d'adolescence dans la théorie freudienne. Et par exemple celui de la séduction sexuelle initiatique d'une mère sur son fils devenant adolescent. Et un autre fantasme typique qu'il évoque, c'est justement le fantasme d'être le Christ. Et je me demande si dans cette scène, puisque finalement c'est comme une scène de théâtre quand même, en 3 actes, dans cette scène où cet adolescent sort de la mer, finalement on pourrait penser encore avec un fantasme infantile d'un corps lisse, et puis se rendant compte qu'il est piqué en sortant de la mer par la méduse. C'est-à-dire quand même, voilà l'état dans lequel il arrive, qui annonce un peu la suite, quand il essaye de sortir de la mer. C'est-à-dire avec quand même une peau en souffrance qui vient à la fois révéler les douleurs en quelque sorte d'un certain dégagement et en même temps comment il avance vers cette jeune femme. Une rencontre qui va probablement aussi être un peu piquante. Alors je me demande si cette scène-là, cette sortie de la mer, ne vient pas représenter comme une disjonction. Alors je ne sais pas si c'est plutôt du côté de Mélanie Klein ou de Pierre Aulagnier, une disjonction mamelon-bouche, où ça ne peut être au moment de l'adolescence vécu que comme un arrachement, avec des plaies un peu partout. Et puis, alors, de manière beaucoup plus associative, là, le pêcheur m'a fait penser au péché de jeunesse. Pourquoi ? Parce que dans le dialogue entre Freud et Ferenczi, alors qu'ils sont largement, ils sont du côté des 60 ans, hein, comme l'auteur, eh bien, il y a quand même cette affaire de la 3e puberté. C'est-à-dire, d'un côté, alors que, bon, Ferenczi a été en analyse pendant plusieurs années, avec plusieurs tranches, c'était assez complexe et confus, notamment autour des histoires aussi de choix sexuels, par rapport à la fille ou la mère, quand même. Mais je pensais aussi à... chacun, en quelque sorte, va proposer une théorie de l'adolescence, sa théorie de l'adolescence, à travers la métaphore des péchés de jeunesse. Ferenczi en disant « les péchés de jeunesse que vous me reprochez, en vérité, c'est ma façon à moi de garder ma pensée ouverte aux erreurs, et aux essais et aux erreurs. » Donc une conception, on pourrait dire, quasi processuelle. Tandis que Freud lui dit, votre 3e puberté, ce sont des péchés de jeunesse, dans le sens, vous êtes encore repris, comme lors de la 2e, par vos tendances sexuelles. Il parle du démon de midi. Du démon de midi. Alors, voilà. Tout ça pour dire, ça c'était plus anecdotique, mais tout ça pour dire que je me demande si finalement par rapport à la psychothérapie de l'adolescent, si d'une part notre perspective, notre horizon élaboratif, comme dirait Roussillon, ce ne serait pas justement de permettre à ce temps quasi traumatique d'être dilué dans l'espace d'une relation, et si finalement une des perspectives qu'on ne pourrait pas proposer aussi pour la psychothérapie d'un adolescent, ça serait l'envers de la conclusion de ce roman, un projet, pas de promesse.